T'es là. Alors, je vais te présenter à l'auditoire. Donc, on enregistre? Oui, d'accord. Aujourd'hui, le séminaire va être donné à partir de Lyon, en France, par Hassan Soubra. Donc, Hassan Soubra, il est diplômé, il a son doctorat de l'ETS ici à Montréal, mais il a fait son diplôme d'ingénieur à l'ESSIR à Rennes et un master à Toulouse. Et puis, à la suite de son doctorat, il a travaillé pendant, je pense, plusieurs années hein, chez Renault, C'est ça. 10 ans chez Renault, à faire de la mesure de taille fonctionnelle des logiciels sur les micropuces là, qui sont installés dans les voitures, d'être capable de calculer la productivité des sous-traitants aussi. C'était assez génial ce qu'il a pu faire. Et puis, par la suite, il a intégré l'ESTACA où il a co-dirigé le programme de véhicules, systèmes autonomes et connectés. Et là, maintenant, euh, en fait, il a travaillé un peu partout. Euh, Notamment, tu as travaillé en Égypte hein, pendant un moment. C'est exactement cela. Donc, j'ai travaillé à l'université allemande au Nouveau-Caire. Donc, ça y est, il y a 2 ans maintenant. Enfin, j'étais expatrié pendant 5 ans. Je sais pas si on m'entend ou pas. Et, et donc, du coup, bah, j'ai pu collaborer. Enfin, je suis rentré en France en juillet 2023 pour prendre les rênes d'une majeure, donc d'un programme spécialisé en école d'ingé, donc à l'ECE, l'École centrale d'électronique de Lyon. Et je suis responsable d'une majeure qui s'appelle Digital Transformation et Innovation. Ça touche un petit peu à l'industrie 4.0. Voilà. Industrie 4.0, génial. Donc, c'est l'industrie connectée, pour ceux qui ne savent pas. Alors, aujourd'hui, il va nous parler des mesures et métriques des logiciels quantiques et Hassan, il est mon collègue sur, par rapport au groupe Cosmique. Lui, il est le leader de la recherche sur les mesures appliquées aux logiciels quantiques. Moi, je m'occupe des mesures liées au DevOps. Donc, on travaille en parallèle. Alors, Hassan, je te laisse la parole. Merci Bonne Sylvie. présentation. Merci Sylvie. En effet, nous faisons partie de la famille cosmique et il y a quatre groupes de travail sur 4 projets qui ont été lancés il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Dont l'un des projets porte sur DevOps sous la tutelle, enfin sous le management de Sylvie. Et puis moi, je suis responsable du groupe de travail qui traite enfin, la mesure et les métriques quantiques. Sur ce, je m'assure juste que le partage est bien fait et que tout le monde voit l'écran. Je pense que oui. Donc, je vais passer à la planche suivante, donc l'agenda de cette présentation. Donc, je vais commencer par une petite introduction pour situer un petit peu le contexte. Et puis, je vais parler en 2 mots sur ce qu'on entend par la mesure du logiciel classique et ses retombées. Après, je vais passer au quantique, donc au volet quantique de ma présentation. Je vais présenter les approches qui existent aujourd'hui quand on a fait la revue de la littérature. Et je vais finir ma présentation par une petite conclusion et puis on aura l'occasion d'échanger sur d'éventuelles questions que vous auriez ou enfin si vous avez des idées ou autres. Donc, comme vous le savez, la mesure d'un logiciel, il s'agit d'un processus pour déterminer la taille d'un projet logiciel. Et c'est très important pour différents aspects euh, du cycle de développement logiciel. Comme Sylvie l'a dit tout à l'heure, quand je travaillais chez Renault, donc le constructeur automobile, bah, pour pouvoir gérer les différents fournisseurs et les appels d'offres, ainsi de suite, bah, on avait besoin un petit peu d'une méthodologie qui soit solide
pour pouvoir faire l'estimation des coûts de développement, de la productivité, ainsi de suite. Donc enfin, il y a différents aspects, différentes retombées quant à la mesure logicielle, dont le coût, l'effort, la durée de projet, ainsi de suite. Et la question qu'on s'est posée à l'époque, c'est comment assurer une transition vers l'informatique quantique. Est-ce qu'on aurait besoin euh, de nouvelles approches ou est-ce qu'on pourrait suivre les approches qui existent aujourd'hui pour le logiciel classique? Et justement, s'il existait aussi des défis qui sont spécifiques au logiciel quantique. Donc, historiquement parlant, tout a commencé avec les lignes de code. Donc, il suffisait de compter les différentes lignes de code pour pouvoir déterminer la taille d'un logiciel. C'est plus vrai, c'est complètement obsolète aujourd'hui. Donc, on a passé vers une mesure qui est beaucoup plus objective, beaucoup plus solide, et puis qui a plein d'attributs comparés aux lignes de code. Bah, c'est les points de fonction. Donc, juste, je pourrais pas voir le public, mais par main levée, qui est assez familier avec le volet mesure logicielle parmi les présents aujourd'hui? Parce que Sylvie, tu peux, ouais, Sylvie, je te vois, de dos, mais je te vois. Mais juste, si on faisait un petit sondage express, ouais, les micros sont coupés, donc du coup, Ah, les micros sont coupés. ouais, là, c'est bon. Ça a l'air que je suis tout seul à savoir ce que c'est de la Ah, mesure de taille fonctionnelle ici. d'accord. Bon, c'est pas grave. Donc, en gros, donc grosso modo, comme je l'ai dit, ben, il fallait avoir une approche pour pouvoir déterminer la taille d'un logiciel. Donc, historiquement parlant, c'était les lignes de code. Il suffisait juste en fait de déterminer 1000-1500 lignes de code d'un certain logiciel. Mais comme vous le savez tous, il existe plusieurs langages de programmation et coder une fonctionnalité ou un programme en orienté objet en Java ou C++ ou autre, et le coder en langage assembleur, bah vous en doutez un petit peu, bah c'est pas la même taille, pas du tout la même, pas du tout le même, le même nombre de lignes de code finalement. D'où l'approche qui est basée sur les points de fonction. Finalement, pour pouvoir déterminer la fonctionnalité, mesurer la fonctionnalité d'un logiciel et donc du coup le quoi et non pas le comment. Donc peu importe la technologie, le langage de programmation ou autre, normalement il n'y a pas d'hiatus, enfin il n'y a pas de divergence entre un code entre un programme qui est codé avec un langage de programmation ou qui est spécifié avec un langage de modélisation, peu importe, mais la fonctionnalité, elle ressort via cette mesure de point de fonction. Voilà. Donc très succinctement, ça nous permet d'avoir des informations et des indicateurs pour une prise de décision qui est éclairée et par conséquent pouvoir optimiser les différentes ressources. Donc par exemple, quand on mesure un logiciel donné, on peut étudier sa corrélation avec la productivité, c'est-à-dire pour pouvoir suivre un petit peu les différentes équipes de développement et s'assurer qu'on respecte les délais, ainsi de suite. D'où le volet de planification et gestion. Donc tout ça, il y a une raison derrière. Bah, c'est pour pouvoir réussir ces projets logiciels finalement. Voilà. Donc maintenant un petit volet et un autre sondage express. Est-ce que il y a parmi les présents qui sont un petit peu qui savent un petit peu c'est quoi un logiciel quantique ou l'informatique quantique en général? Non plus. Enfin, Trop d'après ça. d'après Tu ouais, peux nous d'après expliquer ça brièvement? très très brièvement. Donc du coup, il y a deux. Donc comme vous le savez sans doute, l'informatique classique c'est binaire.
c'est-à-dire c'est des zéros et des 1 qui sont programmés directement et indirectement d'ailleurs, donc en suivant les différentes couches où on se positionne pour pouvoir programmer une machine. Donc un bit donné, il peut être 1 ou 0 à la fois. Donc on peut pas avoir, enfin c'est mutuellement exclusif, c'est-à-dire un bit est 1 ou 0. Il peut avoir ces deux valeurs-là. En informatique quantique, c'est pas tout à fait ça. En informatique quantique, en gros, un bit donné peut être à la fois, peut avoir la valeur 0 et 1, avec une certaine probabilité. Ce qu'on appelle cette notion, ce qu'on appelle, c'est la superposition. Mais aussi, il y a une autre notion qui existe dans l'informatique quantique qui hérite de la physique quantique, c'est la notion d'intrication. L'intrication veut dire si j'ai une information par rapport à un bit donné, bah, j'aurai aussi une information par rapport à l'autre bit qui est intriqué avec celui-ci, ce premier. C'est-à-dire, admettons qu'on ait un bit A et un bit B. Si jamais je regarde la valeur du bit A, ça me donnera une information quant à la valeur du bit B. Voilà. Donc, c'est deux propriétés offrent une vitesse d'exécution qui est exponentielle et puis un passage à l'échelle. Mais toutefois, aujourd'hui, il y a plusieurs contraintes euh, physiques, c'est-à-dire par rapport à la machine quantique, enfin, par rapport au hardware, ça y a la machine quantique, elle, à l'ordinateur quantique lui-même. Quant au nombre de bits requis, enfin de bits quantiques, c'est-à-dire des qubits, ce qu'on appelle des qubits, par rapport à la largeur, à la profondeur des circuits quantiques, il y a aussi des exigences par rapport à la connectivité des qubits, comment ils vont de pair, ainsi de suite, la topologie. Et finalement, aussi, bah, il va falloir corriger certaines erreurs intrinsèques euh, aux technologies qui sont utilisées dans la fabrication des machines quantiques aujourd'hui. Donc, il y a pas mal de limites qui existent, qui rendent les algorithmes quantiques plutôt complexes. Juste pour que vous ayez une petite idée, ce que vous avez sous les yeux là, c'est un circuit quantique et on regarde la largeur et la profondeur de celui-ci. Donc à gauche, vous voyez la largeur, c'est fonction du nombre de qubits, donc de bits quantiques. Et puis la profondeur, c'est par rapport au nombre de portes quantiques qui est utilisé dans un circuit donné. À une époque, je sais pas parmi vous, euh, mais dans l'informatique classique, j'ai envie de dire, euh, les toutes premières prémices de l'informatique électronique, donc des années 50, on va dire, c'était plus de l'assembleur. Donc on était très proche de la machine elle-même. Donc on codait en ce qu'on appelle, enfin on utilisait l'architecture matérielle, certes, mais on codait avec à une époque les cartes perforées. Je sais pas si vous l'avez connu ou pas. Et tout ça pour vous dire qu'à une époque, on parlait même pas de logiciels de haut niveau, donc les couches n'existaient pas vraiment parce qu'en fait tout était vraiment près de la machine. Euh, alors qu'aujourd'hui, en informatique classique, bon, on a tout ce qui est orienté objet, on est plus du côté de l'utilisateur, on est beaucoup plus haut dans les couches, justement pour pouvoir rendre transparent un petit peu l'utilisation de la machine elle-même et cacher un petit peu toute la complexité de son utilisation. C'est pas le cas, pas encore en tout cas, pour le logiciel quantique. C'est pour cette raison que la distinction entre le volet logiciel et la partie matérielle est un petit peu floue
comparé à l'informatique classique aujourd'hui. Mais juste pour pouvoir définir un petit peu ce qu'est le matériel quantique, donc on va le définir en tant que dispositifs physiques qui sont utilisés pour pouvoir implémenter des opérations quantiques et stocker des informations quantiques. Donc justement, dans des états d'intrication et de superposition, bah, il va falloir les stocker quelque part. Et quant au logiciel quantique, bah, ça serait plus le volet algorithme et les programmes qui sont codés et qui sont conçus pour justement utiliser ce matériel dont on dispose. Aujourd'hui, typiquement, on cherche à optimiser les différents algos et les programmes quantiques pour pouvoir fonctionner sur des machines cibles. C'est-à-dire, on ne peut pas encore généraliser un certain nombre d'algos qui existent. Il va falloir les optimiser pour pouvoir les faire fonctionner sur des machines bien spécifiques. Et ça dépend d'une machine à une autre. Euh, donc, il va falloir regarder la connectivité des qubits, ben, c'est-à-dire comment ils sont liés entre eux. Regarder un petit peu l'aspect erreur, donc et intrinsèque aux qubits eux-mêmes, mais aussi à la fidélité des portes, c'est-à-dire à ce que les portes quantiques livrent ce qu'on attend d'elles finalement. Donc souvent dans la littérature aujourd'hui, il y a plusieurs discussions et plusieurs approches. Si vraiment on peut isoler, enfin si on peut dispatcher et distinguer le volet logiciel du côté matériel, et on va voir au cours de cette présentation que c'est pas encore tout à fait le cas. Un petit récap, bah, c'est une approche un petit peu de bas en haut, des différentes métriques et mesures qui existent dans la littérature scientifique aujourd'hui. Alors, je dis très vulgairement métriques parce que elles sont présentées telles quelles. Après, justement, enfin, un travail qui est en cours porte justement sur préciser les différentes définitions des métriques, les évaluer et voir, enfin, les évaluer surtout, et puis démontrer ou non leur pertinence. Euh, Répondu aujourd'hui et qui est prise telle quelle, c'est le volume quantique et, euh, et qui consiste à quantifier finalement le nombre de qubits qui est utilisable sur un ordinateur quantique. Alors, vous pouvez me poser la question, pourquoi parle-t-on de volume quantique en termes de qubits et ça sous le chapeau de logiciel quantique, je dirais. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, finalement, on ne peut pas distinguer vraiment le volet matériel du volet logiciel. Volume quantique, tel quel, comme métrique brute, ne prend pas forcément en compte les erreurs. Donc, d'où une seconde métrique qui existe dans la littérature, qui est le volume quantique effectif, qui, elle, intègre les techniques d'atténuation des erreurs, de correction d'erreurs, pour justement pouvoir améliorer ce volume et être un petit peu plus juste. Une troisième métrique porte sur le rôle, enfin sur l'efficacité et euh, l'évolutivité des applications des logiciels quantiques et porte sur la topologie, c'est-à-dire tout ce qui touche à la connectivité des différents qubits qui existent. Une quatrième qui, elle, est plutôt une mesure. Donc la mesure d'un attribut bien précis qui est la fonctionnalité du logiciel et qui cherche à identifier les différents mouvements de données quantiques qui ont lieu dans un circuit donné. Et qui dit circuit, finalement, on dit aussi le logiciel qui commande ce circuit.
Il y a plusieurs métriques de base hein, qui ont été plus ou moins copiées et adaptées au monde quantique, telles que la taille du code, taille des spécifications, du design, ainsi de suite. Il y a aussi quelques métriques qui sont plutôt orientées circuit, et justement pour pouvoir évaluer leur performance et le dimensionnement. Euh, Aujourd'hui, et ça va être aussi le cas dans un futur proche, au moins. On ne peut pas parler de logiciel quantique pur, c'est plutôt de l'hybridation, c'est-à-dire une sorte de logiciel hybride. Donc il y aura toujours une partie classique et puis une autre partie qui justement porte sur le volet quantique. D'où le travail qui existe enfin, dans le monde scientifique qui cherche à évaluer la qualité du code hybride et qui fait un petit focus sur la maintenabilité de ces logiciels. D'autres métriques portent plus sur le processeur quantique lui-même. Donc, il y en a eu quelques-unes qui sont proposées, que ce soit par les industriels qui fabriquent les machines quantiques ou sinon par les scientifiques, euh, qui sont plutôt, qui prennent en compte les erreurs, donc taux d'erreur, les erreurs qui sont relatives à l'intégration, ainsi de suite. Donc, pour entrer un petit peu plus dans le détail, donc en gros, le volume quantique, comme je l'ai dit, bah, cherche à euh, déterminer, à évaluer le nombre de qubits utilisables pour pouvoir implémenter un algorithme donné. Donc, ça reflète un petit peu la profondeur et la largeur d'un circuit donné. Pour illustrer ce que vous avez sous les yeux, décidément, c'est une machine quantique donc fabriquée par IBM et qui est baptisée Montréal, voilà, qui a 27 qubits et qui a comme volume quantique 64. Donc, en appliquant la formule donc du coup de cette métrique, on obtient un volume quantique de 64 qui nous permet donc du coup d'exécuter des algos qui ont besoin de justement 64 qubits qui soient utilisables et utilisés. Une couche supplémentaire sur le volume quantique. Donc, il y a une nouvelle métrique qui cherche à avoir le volume quantique effectif, c'est-à-dire une fois qu'on a travaillé les erreurs intrinsèques au qubit pour pouvoir savoir, enfin, pour pouvoir finalement étendre les capacités matérielles. Euh, Quant à la connectivité des qubits, on cherche à définir un petit peu les chemins d'interaction entre les différents qubits présents dans un circuit, et ça a un impact direct sur l'efficacité d'un circuit. Donc finalement, on cherche à avoir la meilleure version optimale et optimisée d'un circuit donné pour pouvoir minimiser l'utilisation d'un certain type de porte quantique qui s'appelle les portes de swap ou d'échange. Donc typiquement, là, on voit trois topologies différentes de connectivité. Donc en T, petit a, donc une connectivité T, le petit b, une connectivité linéaire, et puis une sorte de connectivité à 16 qubits, le petit c. Donc Cosmic, c'est une méthode de mesure de logiciels qui existe à peu près quelques décennies maintenant. Donc c'est un standard ISO, donc 19 761,
et qui consiste finalement à identifier les différents mouvements de données qui ont lieu dans un logiciel. Donc, plus précisément, les entrées, les sorties, et puis les lectures et écritures à mémoire. Et le principe ou la prémisse de cette méthode, c'est chaque mouvement de données est associé à un manipulation de données. Donc, à une manipulation de données, donc il y a forcément, ça reflète la fonctionnalité d'un logiciel. On, on cherche à mesurer les spécifications fonctionnelles, donc je dis bien fonctionnelles de l'utilisateur, c'est-à-dire ce que le logiciel est censé faire, donc le quoi et non pas le comment. Donc, cette méthode peut être appliquée tôt dans le cycle de développement logiciel à partir des spécifications, enfin de la phase de spécification, pour justement pour voir utiliser sa taille pour des fins d'estimation de productivité, de coûts, et ainsi de suite. Ou sinon, après l'implémentation pour pouvoir justement détecter des imperfections ou pour pouvoir optimiser le processus d'estimation, ainsi de suite, de le réinjecter, justement pour pouvoir bien négocier avec les fournisseurs ou les équipes internes pour une meilleure gestion d'équipe et de projet. Et donc, on a cherché un petit peu à l'adapter à l'informatique quantique. Donc, donc, on cherchait à identifier un petit peu les mouvements de données quantiques au sein d'un logiciel. Donc, dans la littérature, il existe trois travaux donc, qui datent. Le premier date de 2022 et les deux derniers datent de cette année. Donc la première approche qui est basée sur Cosmic euh, cherche à faire le mapping, donc la correspondance entre les notions enfin, d'un langage de programmation utilisé en informatique quantique qui s'appelle Qiskit, et c'est un langage de programmation qui a été créé par IBM, donc c'est le langage de programmation d'IBM et des machines quantiques d'IBM. Et là, la seconde approche, elle, porte sur l'UML. Donc, c'est l'utilisation des use cases UML et qui cherche à adapter un petit peu euh, la méthode cosmique pour pouvoir inclure le volet quantique. Et finalement, une toute dernière approche elle porte plutôt sur les circuits déjà implémentés, c'est-à-dire une approche post-implémentation finalement. Un petit exemple qui cite du coup pour que vous ayez une petite idée de à quoi ressemble le langage. Donc, si vous êtes familier un petit peu avec des langages de description hardware type VHDL ou autre, donc typiquement ça ressemble ça ressemble un petit peu à ça. Donc, nous définissons les différents qubits d'un circuit. Donc là, on précise la largeur et la profondeur, la largeur du circuit. Et puis aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, c'est un petit peu hétéroclite dans le sens où euh, nous avons des qubits, mais aussi on a des bits classiques. Vous pouvez toujours me poser la question, mais pourquoi parler de bits classiques dans un circuit quantique? Bah, finalement, quand on regarde un petit peu le contenu d'un qubit, bah, en fait, on bascule sur du classique, c'est-à-dire on n'a plus cette notion de superposition, mais ça collapse justement à un 0 à un, ou à un 1 d'ailleurs.
d'où la nécessité, enfin le besoin de bits classiques pour pouvoir euh, justement utiliser les retombées du circuit quantique. Ok, donc très succinctement, donc là on utilise un type, en l'occurrence ce que vous voyez ici, c'est une porte, c'est un NOT, c'est un CNOT. Donc on a des portes contrôlées avec les différents qubits et après on a ce qu'on appelle la mesure quantique. Effectivement, c'est le passage de bits quantiques et en bits classiques. Donc finalement, le travail de la première approche, c'était de faire ce petit mapping. Donc on a déterminé en cosmique ben, une notion qui existe qui s'appelle un processus fonctionnel. Donc, c'est au niveau du processus fonctionnel qu'on va regarder un petit peu les mouvements élémentaires de données, c'est-à-dire les entrées, les sorties et les écritures, lectures d'un processus fonctionnel donné. Donc voilà, on a fait le mapping entre les notions cosmiques avec les notions euh, euh, utilisées en Qiskit. Et puis, on a listé un petit peu les différentes règles pour pouvoir identifier ces mouvements de données cosmiques en utilisant les différents éléments de Qiskit. C'est, par exemple, on va identifier une entrée donc, cosmique pour chaque porte quantique qui est connectée à un qubit, par exemple, et ainsi de suite. Et finalement, il va falloir faire l'agrégation de l'intégralité des mouvements de données au sein d'un processus donné et puis l'agrégation de l'ensemble de la taille de l'ensemble des processus fonctionnels identifiés pour obtenir la taille finale d'un logiciel quantique décrit avec Qiskit. Et à titre d'exemple, on l'a appliqué sur un circuit, obtenu la taille fonctionnelle finale, qui est en cosmic function point, c'est-à-dire point de fonction cosmique. Et pour info, la mesure a d'abord été appliquée manuellement et après elle a été automatisée par un prototype d'automatisation justement basé sur Cosmic et puis sur les règles qui ont été définies. La deuxième approche cherche à étendre un petit peu les notions et les principes du standard cosmique pour inclure un type de données précis qui est un type de données, enfin un mouvement de données précis qui est un mouvement de données quantique et qui lui est plus basé, enfin qui elle plutôt, cette approche est basée sur les use cases. Donc en gros, d'après les auteurs de l'article sur cette approche, donc on peut ségréguer un logiciel en deux parties, la partie classique et puis la partie quantique. Et d'après les auteurs, donc chaque mouvement de données pourrait enclencher, classique, pourrait enclencher un mouvement de données quantique. Donc, il va falloir étudier les différents use cases pour pouvoir déterminer ceci. À titre d'exemple, ils ont fourni une application qui utilise l'algo Shor, qui est un des algorithmes utilisés en quantique, qui cherche un petit peu à faire enfin finalement de la force brute, je dirais, pour Piraterie. pouvoir casser. Pardon? La piraterie. C'est ça, c'est dans le contexte de la cybersécurité, mais, euh, mais qui justement qui cherche à utiliser la force brute pour pouvoir casser un algo pardon, de, de cryptage. Voilà. Donc typiquement avec une machine classique, bah, ça prendrait énormément de temps, des années, voire plus.
Typiquement avec une machine quantique, au moins théoriquement, ça devrait le faire en quelques secondes. Donc, en gros, les auteurs ici ont proposé typiquement ce diagramme qui illustre un petit peu comment l'utilisateur enclenche la, enfin j'ai envie de dire la couche classique, qui elle, à son tour, enclenche la partie quantique justement pour pouvoir faire de la force brute et économiser le temps justement pour casser l'algo de cryptage. Et enfin, une dernière approche qui, elle, porte plus sur les circuits, donc, qui cherche à identifier les différentes actions qui sont effectuées sur les qubits et qui regarde deux aspects, en l'occurrence l'état des qubits et les opérateurs. Et finalement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on va chercher un circuit qui est déjà implémenté, mais voilà, enfin pour le moment, c'était l'objectif des auteurs. Donc, si le circuit existe, ça sous-entend que la production du logiciel est terminée, mais encore une fois, ça nous donne des indicateurs sur les futurs développements, par exemple. Voilà, donc hein, ce que vous avez sous les yeux ici, c'est un circuit qui implémente un algo quantique, donc Deutsche JOSA. Et l'idée derrière, c'est de regarder séquentiellement ce qui se passe dans le circuit pour justement pouvoir identifier les différents processus fonctionnels. Et donc là, à gauche, on entame le circuit avec l'entrée du circuit avec les qubits. Après, on applique la porte à Hadamard qui, en gros, met les bits en état de superposition. Et après, il y a plusieurs portes, en fait, finalement, pour obtenir la mesure. Je parle bien ici de mesure quantique, c'est-à-dire bah, le résultat du circuit. Donc là, on a identifié un, 2, 3, 4, 5 processus fonctionnels pour une taille finale de 17 Cosmic Function Points. Voilà. Euh, pour tout ce qui est taille fonctionnelle, là, on rebascule sur des métriques de base qui sont adaptées au logiciel quantique. Petite faute de frappe. Donc, on va regarder la taille du code, la taille du design et puis quelques métriques qui touchent à la spécification. Donc typiquement, là à gauche, on a un algo de haut niveau qui nous dicte comment faire pour implémenter un algo quantique donné. En l'occurrence, si je ne m'abuse, c'est l'état de Bell. Voilà. Donc l'état de Bell consiste à mettre deux bits quantiques en état de superposition. Et à droite, du coup, vous voyez l'implémentation de l'algo quantique. Donc là, si je vous demandais déterminer la taille de ce code-là, bah, il suffit de, par exemple, de compter le nombre de lignes de code effectif dans ce programme-là. Mais typiquement, si on changeait de langage de programmation, bah, la taille changerait. Et d'où les approches qui sont plus basées sur la taille fonctionnelle finalement. Et ouais, donc du coup, ce que vous voyez ici, donc on est passé de l'algo au niveau, l'algo quantique au niveau à l'implémentation, et l'implémentation finalement bah, nous permet d'obtenir le circuit qui va tourner sur une machine donnée finale. Donc on retrouve un petit peu l'information
qui est noyée un petit peu dans le code, mais on la retrouve ici dans le circuit. Quelques autres métriques qui sont en relation avec le circuit lui-même. Donc, on cherche à évaluer aussi le nombre de portes et la profondeur du circuit qu'on a vu. Transition des différents états des qubits. Et ça nous permet aussi de faire quelques reorgs pour pouvoir optimiser un circuit donné pour qu'il tourne sur une machine cible. Donc là, typiquement, vous voyez un- un circuit assez profond. Donc là, en termes de largeur, il y a que 3 qubits. Mais est-ce que vous, de tête comme ça, vous sauriez me dire quelle est la profondeur de ce circuit? Donc, je rebascule pour voir un petit peu. De toute façon, je ne vois que Sylvie. Donc, en gros, la profondeur... Oui, vas-y. Il y en a trois. Alors, ça, c'est plutôt la largeur. T'as pas tort. Ah, Donc, 3 qubits, c'est la largeur. Mais en termes de profondeur, donc, il suffit en fait de regarder les différentes portes quantiques qui existent. Donc là, il y en a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, la profondeur de ce circuit, typiquement, est 11. Donc, il y en a qui prennent en compte aussi les portes que vous voyez là à droite au bout. En fait, ce sont des mesures, ce qu'on appelle des mesures quantiques. Et là, vous voyez le passage typiquement d'un bit quantique à un bit normal, classique, justement pour pouvoir obtenir la valeur. Donc, voir, visualiser la valeur. Donc, enfin, on peut pas voir les choses, nous, en quantique, mais il va falloir les voir en bits classiques, c'est-à-dire un 0 ou un 1 à un moment donné, finalement. et pourquoi il y a un 2 au bout? Donc là, enfin, là, on a 3 bits quantiques, comme tu l'as bien dit. Donc, du coup, les 3 bits quantiques, pour pouvoir les visualiser, obtenir le résultat, donc on a besoin de 3 bits classiques, donc 0, 1 et 2. C'est pas la valeur, c'est leur identifiant. C'est les identifiants tout à fait. Et donc du coup, les identifiants, c'est pour pouvoir voir bah, quelle est la valeur sur la toute première ligne. Je sais pas si vous voyez ma souris ou pas du tout. Mais la toute première ligne là du bit Q0 par exemple, bah, tu vois bien qu'il y a une mesure quantique là, justement pour pouvoir déterminer le résultat final de ce tronçon. Et typiquement pour la deuxième ligne, c'est pareil. Pour la troisième ligne, c'est pareil. Donc, du coup, on a les 3 valeurs classiques. Une fois qu'on a enfin, je vais y arriver. Une fois qu'on a exécuté le circuit quantique. Voilà. Toc. Donc, il y a eu aussi quelques travaux qui portent sur l'évaluation de la maintenabilité des systèmes hybrides. Et en quelque sorte, ils ont introduit les premières métriques exclusives pour le code quantique, justement pour pouvoir faire de l'évaluation. Et ils se sont intéressés à l'évolution du logiciel. Moi, je pense que c'est un sujet assez épineux, euh, justement hérité de l'informatique, enfin du logiciel classique. C'est de la maintenabilité, justement, en termes de qualité de code. Et finalement, quelques Est-ce que métriques. vous parlez de dette technique parfois? Pas encore, mais Encore? ouais, mais justement, ça pourrait jeter un pont entre ce qu'on fait dans le classique et puis justement pour pouvoir l'appliquer dans- sur le volet quantique. Mais c'est une très bonne remarque. Ça viendra, ça viendra. Euh, Quelques métriques qui sont plutôt très orientées machine, donc processeur plutôt. C'est pour pouvoir évaluer la performance des différents processeurs quantiques, donc QPU pour Quantum Process Unit. Donc, typiquement, on peut regarder le nombre de portes quantiques et puis regarder un petit peu ce qu'on a vu en termes de profondeur, ainsi de suite. Mais
deux métriques qui sont plutôt intéressantes à regarder. C'est la fidélité des portes, c'est-à-dire comment on fait pour mesurer la précision des portes quantiques. Et c'est toujours en termes de probabilité qu'une opération quantique soit effectuée correctement. Et puis, il y a la société Atos qui, pour pouvoir justement évaluer, enfin, donner un score plutôt aux différents hardware quantiques qui existent, donc holistiquement, d'après eux, encore une fois, je souligne, ils ont proposé une métrique qui combine des différents facteurs de performance et bien entendu qui est dénominé d'ailleurs Q-score. Et un Q-score élevé indique devrait indiquer une performance qui est meilleure. Les toutes dernières métriques que je vais vous exposer touchent plutôt au taux d'erreur. Donc les différentes anomalies, erreurs intrinsèques, des erreurs de configuration en fonction de type de données. Et ça touche, et ça est en relation directe avec la fidélité du calcul, c'est-à-dire ce qu'on tombe juste ou à ce qu'on s'éloigne des résultats attendus. Et d'ailleurs, il y a tout un volet vu la limite, enfin les limites plutôt des technologies qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'approches en fait qui cherchent à faire de la correction d'erreurs, euh, justement pour pouvoir mitiger un petit peu les machines qui sont aujourd'hui, qui restent perfectibles. Pareil, intrication, c'est plutôt par rapport, enfin, c'est intrinsèque et c'est plutôt par rapport à l'état des qubits, c'est-à-dire finalement, on essaye de maintenir une intrication parfaite entre deux qubits, mais vu l'état des machines aujourd'hui, on est incapable en fait de maintenir cet état d'intrication. Donc il y a en quelque sorte, ça retombe. C'est-à-dire, les deux qubits se détachent petit à petit. Il va falloir aussi, euh, voilà, on a dû aussi proposer des différents codes de correction d'erreur. Voilà pour ma part. En résumé, si vous voulez, donc on est toujours en phase très très précoce. C'est le moins qu'on puisse dire. Quant à la mesure des logiciels quantiques. Donc, il reste énormément de grains à moudre, d'où comme Sylvie l'a dit tout début, d'où le groupe de travail cosmique qui porte justement sur ce volet logiciel quantique et pour pouvoir définir et puis proposer des approches et des méthodologies qui soient répétables, objectives, ainsi de suite, comparé à ce qui existe aujourd'hui. Encore faut-il faire une analyse plus profonde des métriques qui sont proposées justement pour pouvoir étudier leur pertinence et leur correctitude, j'ai envie de dire. Euh, il reste énormément de travail à faire sur le volet non fonctionnel, donc il va falloir les catégoriser, le volet fonctionnel et non fonctionnel, et c'est pas donné parce qu'encore une fois, la frontière, elle est plus ou moins floue aujourd'hui dans le quantique, c'est-à-dire où se termine le volet logiciel, où commence le côté matériel. Et qui parle d'informatique quantique, quand de toute façon, vous vous rendez compte que c'est pas évident, c'est pas pour tout le monde. Donc il y a des prérequis de physique quantique, il y a pas mal de notions de mathématiques ainsi de suite qui sont plutôt complexes et compliquées. Donc il y a une grande importance sur la collaboration interdisciplinaire pour pouvoir justement amener à bien ce type de projet. Voilà pour ma part. Donc là, je suis tout oui. Oui, Si jamais vous avez des questions oui. ou des remarques. De ce que tu as pu voir à date, c'est
Donc, c'est quoi le type d'application qu'on peut faire avec l'informatique quantique? Dans quel Euh, domaine c'est utilisé? donc, il y en a trois domaines qui se distinguent aujourd'hui. Premièrement, et c'est quelque chose de très à la mode, on parle souvent de cybersécurité, pardon, cybersécurité post-quantique, c'est-à-dire tous les algos de crypto, tous les algos de sécurité, ainsi de suite, qui existent aujourd'hui, mais ils sont plutôt obsolètes. Ils deviennent obsolètes une fois qu'une une vraie machine quantique est opérationnelle. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a tout un défi, justement pour pouvoir proposer des algos qui soient résistants aux capacités quantiques des machines qui, elles, sont censées casser les algos qui existent aujourd'hui qui marchent très bien. Un autre domaine d'application, c'est tout ce qui est simulation et dans l'industrie pharmaceutique. Ah, Donc pharmaceutique. Intéressant. voilà, donc il y a ce volet-là, donc simulation, industrie pharmaceutique, et sont vraiment un nombre. De toute façon, les cas d'application sont innombrables finalement, parce que finalement, l'utilisation d'une machine quantique nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et ce qui est toute application euh, euh, qui a besoin d'énormément de ressources informatiques, de ressources matérielles, ainsi de suite, avec l'informatique quantique, ça devrait aller beaucoup plus loin. Et on observe de toute façon depuis quelques années, après on n'est pas tous d'accord sur la date exacte, mais vous êtes familier avec la loi de, enfin la loi de, j'ai un trou. Euh, vous avez le nombre de, de transistors qui se doublent toutes les 18 mois à peu près. Loi de Moore. La Moore. loi de Moore. Moore. Merci. J'avais un trou. Donc du coup, bah, il y a pas mal de débats qui disent, bah, on observe, nous sommes en train de vivre la fin de cette loi. C'est pas vraiment une loi, mais c'est juste une observation finalement. Et donc du coup, il va falloir passer à des ordis qui sont spécifiques. Et c'est la fin des ordis génériques. Et d'où l'intérêt de l'info quantique finalement. Intéressant. Eh ben, moi, j'aime beaucoup l'aspect de la mesure, bien sûr, parce que en recherche, quand on fait de la recherche qualitative, c'est bien, mais quantitative, c'est mieux. Alors, à partir du moment où on peut accompagner ces résultats de recherche avec des mesures, ben, ça donne plus de crédibilité aux résultats. Tout à fait. Et comme je l'ai dit, il y a énormément de pain sur la planche. Ce n'est qu'un début, mais je pense que, il y a pas mal de choses qui restent à faire, en effet. Ben, génial. Merci beaucoup, Hassan. Merci.